Qui c'est qui lève la main? Attendez, je regarde. Gilles. Pour l'instant, personne. Si, Gilles. Gilles, tu as levé la main. Alors, Edith aussi, oui, d'accord. Alors, on va. Gilles, Gérard et Edith. OK, allez. On va commencer par Gilles, par exemple. Gilles, tu as le micro? Oui. Non, Non. oui, il est Gilles. Il est là. Oui, Alors, vas-y. il Allez, y aurait bien sûr. Gilles, Gérard, Edith, on a dit. Hein. D'accord. Merci, merci, merci Hervé, bien évidemment. Hein, on est complètement d'accord avec tout ce qui est dit. On aurait aimé en avoir encore des heures et des heures de plus parce qu'il y a énormément d'aspects qui n'ont pas pu être traités par manque de temps. Moi, alors j'aurais un commentaire et une question. Mon commentaire, c'est sur le comportement de Raoult par rapport à la démarche scientifique et par rapport à l'image donnée dans le grand public. Il faut quand même savoir, enfin se souvenir que dans une vidéo, il a déclaré que quand un expert était tellement compétent, était tellement bon, il pouvait affirmer des choses et qu'il n'avait pas besoin de validation scientifique. Il a même dit que c'était beaucoup plus efficace de le croire parce qu'il était tellement bon que ce qu'il disait ne pouvait être que juste que d'avoir une validation expérimentale ou scientifique. Il a dit ça. Ça, c'est la négation de la science. Enfin, alors qu'à la base, c'est quelqu'un qui a une très bonne formation scientifique. C'est globalement un hyper rationnel, d'ailleurs, à la base. Moi, je le connais depuis longtemps. Hein. D'accord. Hein. C'est assez étonnant de voir qu'il ait osé affirmer un truc pareil. Alors, l'histoire des statistiques des petits effectifs, il y a un truc avec un fond qui avait un sens, mais comme tu l'as exactement dit, il a dit autrement, etc. Perron, c'est autre chose parce que moi, on a été interne des hôpitaux à peu près en même temps. Hein. On était à Claude Bernard et c'était un garçon tout à fait normal, hein, élève de Claude Carbon. On était de la même génération d'infectiologues. Et il s'est mis à déraper il y a un certain temps. Hein. Je ne saurais pas dire, peut-être il y a 10 ans, 15 ans, j'en sais rien. Et là, pour moi, il est parti dans des délires inimaginables, mais de grossièreté en termes de bon sens, on est dans un domaine de nature psychiatrique, etc. Oui, enfin moi, j'osais pas le dire, mais effectivement, pour moi, ça relève plus de la santé mentale qu'autre chose. Enfin, effectivement, ces interviews, c'est pour ça que je disais, lui, je lui laisse le bénéfice du doute. Enfin, j'aurais tendance à dire, enfin, je le connais pas aussi bien que toi, hein, mais quand les différentes interviews de lui que j'ai entendues, c'est systématiquement idiot et vraiment emphatique dans l'idiotie, quoi. Donc ça me semble, enfin, je pense que s'il était malhonnête, il aurait au moins eu la subtilité de. Donc, oui, ça ressemble vraiment à un problème de santé mentale. Enfin, après, c'est pas de la bêtise, hein, c'est de la psychiatrie. C'est pas de la bêtise. Et d'ailleurs, Benjamin Davido, qui est dans le même psychiatre, dans le même service que lui, etc., il a dû être très mal à l'aise parce qu'il s'est commis dans cet article rétracté, mais depuis, il n'arrête pas de dire des choses extrêmement sensées, normales, quoi. Exactement. C'est ça qui est curieux avec ce Davido. Effectivement, lui, je l'ai entendu 2-3 fois en interview. Effectivement, tout à fait sensé. Et je colle très mal ça avec cet article qui est toujours le contraire de talonnade et pour lequel il est un auteur principal. De son patron, de Perron, alors qu'ils sont invités dans le même service. Je ne sais pas quelle était l'ambiance dans le service. Non, alors ma question rapidement. Attention, on n'a pas beaucoup de temps, hein, Gilles. Non, très rapidement. Il y a un point quand même qui serait peut-être utile dans un exposé comme la question des méta-analyses et des odds ratios. Il y a d'autres points, on ne peut pas tout faire, hein, parler du risque alpha, du risque bêta, parler des analyses en composantes multiples parce qu'il y a des choses multifactorielles, etc. Mais surtout, les gens ont beaucoup vu, il y a eu une guerre des méta-analyses et des odds ratios. C'est vrai. Il faut que j'en dise un mot, c'est vrai. C'est pas évident. Je ne sais pas si tu peux en dire un mot. Oui, effectivement. Sur le truc, déjà, enfin, le plus évident, le plus grossier, effectivement, parce que je crois qu'il y a 2 sites web. Il y en a un qui s'appelle Covid-19. Le site web qui se ressemble énormément et qui prétendent faire de la méta-analyse. Et ils se ressemblent à tel point que je les confonds beaucoup. Je me demande si ce n'est pas une copie l'un de l'autre. Hein. Et qui prétendent effectivement faire des méta-analyses scientifiques. Ce qu'on appelle méta-analyse, j'explique là pour tout le monde, c'est de prendre des études scientifiques qui ont été publiées par d'autres et de les rassembler et d'essayer d'extraire de l'information supplémentaire de la juxtaposition de ces différentes études. Donc c'est une analyse des analyses. Et il y a des sites web comme ça qui n'ont rien de scientifique, hein, c'est pas des articles qui ont été relus qui ont été évalués, et qui balancent des drôles d'informations sur Internet qui prétendent effectivement qu'il y a, je ne sais plus, 200, enfin je ne sais plus combien d'études scientifiques qui démontrent un effet bénéfique de cette fameuse bithérapie hydroxychloroquine plus azithromycine. Et donc, bon, on m'a plusieurs fois, parce qu'effectivement, je vous dis, là, depuis que j'ai pris la parole publiquement, je me suis un peu exposé, donc j'ai fréquemment des gens qui viennent me voir par email, hein, qui viennent me voir électroniquement,
souvent de façon assez agressive pour me dire vous racontez n'importe quoi et voici la preuve que vous avez tort. Et donc ils ont été nombreux à une époque, hein, je sais pas, ça s'est joué, je sais plus, en octobre-novembre, j'ai eu plein de gens qui m'ont pointé vers ces deux sites web qui prétendaient faire des méta-analyses, qui disaient regardez, le traitement du professeur Raoult marche. Et en réalité, donc c'est des sites web qui recensent de véritables articles scientifiques, effectivement, des études qui effectivement ont prétendu tester les effets de cette fameuse bithérapie, ou de la monothérapie d'ailleurs, et des fois que de l'hydroxychloroquine, et des fois que de la chloroquine, qui n'est pas la même chose que l'hydroxychloroquine. Les deux se ressemblent, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc c'est une collection d'articles scientifiques qui cherchent des effets. Et en fait, ce n'est pas tous les articles scientifiques sur la question. En fait, de ces sites web, de ces prétendues méta-analyses, ont été sélectivement exclus tous ceux qui ne voyaient pas d'effet. Notamment les grosses études qui ont été bien faites, rigoureusement menées, celles-là sont curieusement exclues de ces trucs-là. On dirait qu'ils sont allés chercher spécifiquement les analyses qui semblaient trouver un effet bénéfique de la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine ou de l'hydroxychloroquine en association à l'azithromycine. Mais bien entendu, alors c'est des petites études qui sont faites sur des petits effectifs, hein, ce n'est pas du tout les gros effets style recovery, discovery, etc. Et donc, sur des petits effectifs, bien entendu, comme on l'a déjà vu dans l'exposé, les conclusions sont très soumises aux aléas du bruit statistique. Et bien entendu, comme je vous disais, avec les tests statistiques, quand on fait un seuil de significativité à 5%, ça veut dire que 5% du temps, on va avoir tort. Et maintenant, si dans toute la littérature scientifique mondiale, on vient sélectivement piocher ces 5% qui ont vu un effet, eh ben, on va avoir l'impression que tout voit un effet, mais en fait, on a pioché ceux qui avaient un effet, ceux qui voyaient un effet. Là où ça ne trompe pas que ce sont effectivement que c'est du bruit statistique, c'est qu'en fait, ce fameux effet bénéfique de l'hydroxychloroquine sous ses différents avatars, il se manifeste de différentes manières, parce que comme c'est du bruit statistique, des fois, ça se manifeste sous la forme d'une réduction du nombre de jours où les gens sont hospitalisés, des fois sous forme d'une réduction du nombre de jours où les gens ont un titre viral négatif, ou alors le nombre de jours où ils toussent, ou ce genre de choses. Et finalement, d'une étude à l'autre, ces différentes études ne trouvent jamais le même score. En fait, il y a une étude qui dira qu'elle voit un effet significatif sur la durée de jours, le nombre de jours où les gens toussent, mais pas sur le nombre de jours où ils sont hospitalisés. Une autre verra le nombre de jours où ils sont hospitalisés et pas le nombre de jours où ils toussent. Finalement, en fait, en réalité, ces études ne sont pas d'accord entre elles, elles sont en train de se contredire les unes les autres. Elles sont toutes en train de démontrer que ce que l'autre a vu, c'était toujours le bruit statistique, bah voilà, parce qu'on a sélectionné ceux qui tombaient dans les faux positifs. Et pour moi, en fait, ces prétendues méta-analyses ont quand même un intérêt, tant qu'elles montrent que ce que les gens appellent des effets positifs de l'hydroxychloroquine, c'est un terme très vague, effet positif. En fait, c'est une multitude de choses. Et quand on le regarde dans le détail, ces différents articles qui sont présentés sur ces sites web sont en fait en contradiction totale les uns avec les autres. Et donc, pour moi, c'est une indication. Ça veut dire qu'en fait, c'est utile de voir ça. Ça veut dire que ces études sont en train de nous tomber sur les quelques faux positifs. Et le propre du faux positif, c'est qu'il est non reproductible. Et donc, si votre voisin fait la même analyse, pareil sur des petits effectifs, il verra aussi peut-être un truc positif sortir, mais plus sur le même critère clinique. Lui, il le verra sur, je sais pas, le nombre de jours où les gens ont eu mal à la tête, par exemple. Et donc effectivement, il y a eu ces prétendues méta-analyses qui ont été publiées sur Internet qui ne sont pas de vraies méta-analyses parce qu'elles sont biaisées et qui surtout ne disent pas ce que les gens leur font dire sur Internet et ne disent pas ce qu'elles-mêmes disent. En fait, c'est pour ça aussi, je pense que ces méta-analyses ont été faites, ces pseudo-méta-analyses ont été faites par des gens qui ne sont pas très sérieux parce qu'eux-mêmes disent conclure que le traitement est efficace sans jamais nous dire sur quel score, parce qu'en fait, leurs propres données, enfin les données des études qui présentent, le montrent pas, en fait, c'est tout à fait disparate. À côté de ça, il y a eu de vraies méta-analyses qui ont été publiées, et par des vrais scientifiques, et publiées dans des journaux scientifiques, ça a été évalué, etc. Et là, pour le coup, à nouveau, systématiquement, ces trucs qui sont bien faits, à chaque fois, ne voient pas d'effets bénéfiques du traitement. Donc, je pense que ça veut tout dire. Ok, Gérard, tu voulais intervenir aussi? Oui, rapidement, merci beaucoup Hervé pour cet exposé passionnant et très inquiétant. Donc, la question que vous avez évoquée les uns les autres dans les débats et sur le chat aussi, quels sont les motifs, les conflits d'intérêts véritables de ce fameux Raoult, mais qu'on voit avec Montagnier et par la suite, ce sont des gens qui ont déjà la gloire, qui sont au sommet de la hiérarchie dans la recherche, etc. Alors, est-ce que c'est une composante pathologique, comme vous l'avez évoqué pour Didier Raoult, puisque certains le connaissent? Est-ce que c'est la recherche de financement pour un institut, c'est-à-dire pour une organisation, un biais organisationnel que je vais essayer très rapidement juste d'évoquer? L'interdisciplinarité n'existe pas. On voit des gens qui sont dans des comités scientifiques, c'est rare qu'ils soient interdisciplinaires, parce qu'un médecin, ou même un spécialiste en sciences humaines, psycho, sociaux, etc., sont rarement des spécialistes en statistiques, donc c'est un vrai problème. On est obligé d'en faire, mais on bricole. Et donc,
on voit des jurys de thèse où ce sont des chapelles, hein, ce sont des gens qui sont thésards de ceci, thésards de cela, ils répètent, s'ils ne répètent pas la doxa, ils sont exclus, et donc le grand problème, c'est l'absence d'interdisciplinarité, l'absence de contrôle par des statisticiens de profession dans le domaine médical, ou dans le domaine sciences humaines et sociales, par exemple. Et donc, toute l'université, alors je ne sais pas le CNRS, mais on est victime d'une monodisciplinarité et d'un fonctionnement légitime de défendre une chapelle, c'est-à-dire une organisation et des crédits. J'ai l'impression que l'IHU a obtenu certainement beaucoup de crédits par des recherches avérées, mais aussi par des bobards, parce qu'il faut le faire. Enfin, c'est malgré eux. Alors, ça peut être des erreurs, comme ça peut être de la falsification. Et d'ailleurs, des fois, tu hésites entre est-ce que c'est de la falsification ou est-ce que c'est une erreur, parce qu'on n'est pas formé. Voilà. Ouais. Oui, alors ça, c'est vrai. Et alors là bon, je ne suis pas assez expert pour pouvoir donner vraiment des réponses très précises, mais il y a quand même effectivement des faisceaux d'indices, on va dire. Effectivement, l'IHU a l'air d'être vraiment une machine qui a été optimisée pour évaporer de l'argent public, pour dire vite. Pas que de l'argent public, d'ailleurs aussi de l'argent privé, parce qu'ils ont aussi des financements privés par des grands groupes pharmaceutiques qui doivent y trouver leur intérêt. Non, disons, comme vous le disiez, hein, le fait, enfin, pourquoi publier des choses fausses, et ça, c'est vrai que quand j'ai commencé à prendre la parole publiquement, donc il y a presque un an, j'ai été contacté par pas mal de gens qui n'étaient pas d'accord avec moi, et souvent ça s'arrêtait à l'échange d'insultes, mais quelquefois ça finissait en conversation intelligente. Et systématiquement, en fait, bon, c'est arrivé une vingtaine de fois, des gens qui réussissaient enfin, on avait une conversation sensée, et du coup je leur montrais les incohérences, etc. Et systématiquement, l'argument m'a su, et ça s'est passé une vingtaine de fois, ça a l'air d'être reproductible, c'est que les gens disaient « Ok, je comprends ce que vous dites, bon, moi je ne suis pas scientifique, donc je comprends, machin, mais je pense malgré tout que Raoult n'a pas menti, parce que s'il avait menti, il tuerait sa carrière. Il serait en train de faire harakiri d'un point de vue professionnel, puisque en science, tout se vérifie et tout. Et donc, s'il avait menti, ça lui retomberait sur la gueule rapidement, et donc on ne comprendrait pas pourquoi il aurait fait une telle erreur. Et donc, c'était ça le truc. Les gens disaient, donc, étant donné ça, je maintiens qu'il a raison et qu'il n'a pas menti. Et ce qui est vraiment troublant, c'est qu'en réalité, des casseroles, c'est-à-dire des cas de malversation scientifique, soit par Raoult lui-même, c'est-à-dire il est co-auteur des articles incriminés, soit par cet IHU dont il est directeur depuis sa création. Donc en fait, il ne peut pas être responsable mais non coupable. Quand on est responsable aussi des gens qu'on a recrutés. Eh bien, cet IHU traîne vraiment une sale réputation en termes de malscience, ce qu'on appelle la malscience, donc c'est la science vite fait, mal faite. Et donc des articles qu'apparemment ils ont grand soin de ne jamais rétracter. Et là, on a vu notamment sur cet article de mars 2020, l'article Gautre et al. Qui a déclenché toute cette histoire sur hydroxychloroquine et Covid-19, en fait, on a maintenant accès aux discussions qu'il y a eu entre l'éditeur du journal et le labo Raoult. En fait, l'éditeur du journal les poussait pour rétracter parce qu'effectivement, il y avait tellement de problèmes de malversation dans ce truc-là. Et Raoult a défendu bec et ongle son truc, a menacé de poursuites judiciaires, etc. Donc, visiblement, ils ne veulent pas rétracter parce que ce sera une tâche sur leur CV. Donc, ils publient effectivement beaucoup de choses qui sont plus que discutables. Enfin, quand je dis discutable, c'est vraiment très gentil de ma part. Et effectivement, ça leur attire après des financements publics notamment. Parce que, alors c'est un truc qu'on a découvert aussi à l'occasion de cette épidémie, moi j'étais tout à fait pas au courant, parce que voilà, donc moi je travaille au CNRS, donc je ne suis pas du tout impliqué dans le milieu hospitalier, très peu dans le milieu universitaire. Apparemment, il y a ce système de financement de la recherche clinique, donc de la recherche universitaire médicale, basée sur les publications. Il y a tout un système de comptes d'apothicaires à partir des points, ils appellent ça les points SIGAPS. Donc apparemment, quand on publie un article, quand un institut comme ça de recherche médicale publie un article, ça lui rapporte des points, et des points en fonction du prestige ressenti par l'évaluateur, du prestige de la revue scientifique, et puis des points aussi qui se répartissent en fonction du rôle qu'ont joué les auteurs dans cette publication. Et après, donc apparemment, le financeur, donc l'État, fait un classement des différents instituts comme ça de recherche par ce score, et donc attribue, il y a une partie des financements qui se fait au prorata de ce score. Et donc il y a très clairement un intérêt financier pour cet institut à publier énormément de sciences. Et en fait, de sciences ou de pseudo-sciences. Ils se sont rendus compte visiblement qu'il était plus profitable, mais là, je veux dire profitable financièrement,
de publier beaucoup de petits articles qui rapportent chacun peu de points, mais d'en faire beaucoup. Et donc, ils en publient toutes les semaines, quoi. Et donc, des petits trucs, enfin, des trucs où il y a une demi-figure. Enfin, c'est des articles. Dans mon domaine, moi, je fais de la génétique moléculaire. Un article, ça fait facilement une demi-douzaine de figures avec des suppléments, des figures supplémentaires qui viennent par dizaines. Donc, dans une des figures de ce qu'on fait dans mon domaine scientifique, il y aurait de quoi faire 3 ou 4 articles. En plus, il y a plusieurs panels dans nos figures, etc. Plusieurs de ces articles du style de ce que fait Raoult apparemment de façon hebdomadaire. Et donc, visiblement, ils ont optimisé le score. Et là, c'est vrai que c'est pour ça aussi que c'est inquiétant d'un point de vue systémique. Et c'est pas juste, il y a des personnalités déviantes. Et bon, ça, je pense que l'humanité est ainsi faite. Enfin, il y a des escrocs partout, et il y a des filous partout. Mais là, effectivement, le système de financement de la recherche tend à encourager ce genre de comportement. Et c'est même encore, j'irais même encore un peu plus loin. Je pense que, par exemple, on a une ministre de la Recherche en France, elle est chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche. J'espère pas trop sortir de mon devoir de réserve en disant ça, mais j'ai un peu l'impression que c'était quand même un peu son rôle de participer à ces controverses scientifiques. Elle est ministre de la Recherche, surtout qu'elle est médecin, elle est pas médecin, elle est biologiste moléculaire de formation. Donc elle était censée comprendre ces histoires de PCR et de fraude sur les statistiques. Elle s'est cachée dans un trou de souris au début des controverses. Elle en est ressortie un an après pour nous parler d'islamo-gauchisme. On ne sait pas où elle est passée pendant un an. Et clairement, les instances scientifiques auraient pourtant eu beaucoup à faire. Et je soupçonne, et là, à nouveau, je vous dis, je sors de mon rôle de communicant de la science, de scientifique qui vous explique les statistiques, etc. Je sors de mon rôle, mais je me demande dans quelle mesure ce Didier Raoult n'était pas l'enfant chéri de ce système. C'est-à-dire que le système encourageait à publier beaucoup, il publiait beaucoup. Le système aussi encourageait à attirer beaucoup de financement, il attirait beaucoup de financement. Ça va souvent ensemble, mais c'est vrai que maintenant, dans les CV des scientifiques, quand moi je suis dans mes rapports d'évaluation, on me demande de faire la liste des financements que j'ai obtenus. Donc, comme si c'était devenu une part de notre métier d'utiliser de l'argent. En fait, notre métier, normalement, c'est de faire de la science, mais finalement, c'est vu comme un critère de succès d'utiliser de l'argent. Et donc, je pense, là, je spécule complètement. C'est pour ça que je vous dis, je sors de mon rôle, mais je pense que si, 1 an et demi, on avait demandé aux instances scientifiques et médicales ce qu'elles pensaient de Didier Raoult, on aurait eu un concert de louanges unanime. C'est-à-dire qu'il cochait toutes les cases. Il faisait exactement ce que le système attendait de lui. Et de ce point de vue-là, il avait du succès. En fait, on se rend compte, et l'épidémie a été révélatrice de ce point de vue-là, l'épidémie et tout ce qui allait avec d'un point de vue social, on se rend compte qu'il a fait ça systématiquement, en tout cas pour les papiers qu'on a suivis sur cette histoire de Covid-19, en mentant, en trichant. Là, sur ces papiers, sur sa chloroquine, je n'ai pas vu un seul papier qui soit honnête et correct. Et donc, alors, j'espère quand même que dans sa carrière, j'imagine, dans sa carrière, il a quand même fait des choses correctes. Mais on se rend compte que cet institut est visiblement une usine à pisser du papier. Le système d'organisation de la recherche et des financements de la recherche les encourage à faire beaucoup de papier. Donc, ils pissent des papiers au kilomètre. Et effectivement, c'est pour ça que je pense que ça dépasse largement la personnalité de ce pauvre monsieur Raoult, dont les oreilles ont dû beaucoup siffler ce matin. Je pense que des Didier Raoult qui s'ignorent, il y en a plein la France. Et que si... Là c'est une épidémie d'une maladie infectieuse qui a mis en avant ce personnage-là parce que c'était sa spécialité. Dans un univers parallèle où on n'aurait pas eu une épidémie virale, mais une autre maladie, je sais pas, un truc, plein de cas de cancer inexpliqués, donc la France se prend de passion pour le cancer, on aurait eu un cancérologue mandarin dans sa fac locale aussi, qui aurait aussi réussi à attirer beaucoup d'argent et avoir la haute main sur la carrière de tous ces affidés, tous les jeunes chercheurs, tous les jeunes médecins de sa ville. Et c'est lui qui se serait mis en évidence et on aurait vu certainement un peu le même genre de choses. En fait voilà, je pense qu'effectivement, il y a des gros problèmes sur la façon dont la science est évaluée, la façon dont les financements sont attribués à la recherche. Et en plus, et là, ça sort complètement de mon domaine d'expertise, mais même la façon dont l'argent est attribué aux structures médicales. Et là, il y a eu un article cette semaine dans Libération à propos de drôles de malversations sur l'IHU de Marseille. Donc, tous ces gens qu'on a vus, je pense que moi, je ne les qualifie pas de complices de Raoult, je considère que ce sont des victimes de sa propagande. Ces gens qui faisaient la queue devant l'IHU pour se faire dépister, puis se faire administrer ce fameux traitement. Il y a eu des milliers de gens comme ça qui sont allés de leur plein gré se transformer en cobayes humains pour son essai à grande échelle. Jusqu'à cette semaine, je pensais que voilà, les mensonges de Raoult lui avaient aussi permis de recruter cette cohorte parce qu'il était fier après dans les interviews de dire j'ai eu la plus grosse cohorte, visiblement c'est un motif de vanité, j'ai eu la plus grosse cohorte du monde, comme souvent dans les maladies, c'est nous à l'IHU qui avons la plus grosse cohorte, parce que là effectivement les gens venaient d'eux-mêmes se faire prescrire le fameux traitement. Et moi je me disais, ouais, en fait ils étaient tellement manipulés qu'ils auraient même été prêts à payer. Et à l'époque je pensais que je délirais en pensant ça. Je disais, ils sont tellement manipulés qu'ils sont prêts à payer pour se faire administrer le truc. Le fait est qu'ils ont payé et qu'après, ils se demandent à se faire rembourser par la sécurité sociale, éventuellement leur mutuelle.
Et on se rend compte, là, il y a eu un petit scandale donc, sorti dans Libération cette semaine. Ça, c'est une collègue, c'est ma collègue Isabelle Bussot, qui est membre du CZLR, qui me le signalait. C'est une libération d'hier. Il y a une enquête très fouillée, effectivement. Voilà. Et qu'apparemment, à disposition éventuellement. Ouais, je pense que c'est vrai. Les transmis, Ah bah très bien, ouais. Que apparemment l'IHU a facturé à tous ces gens-là des journées entières d'hospitalisation avec le lit d'hôpital, le repas d'hôpital et tout, et apparemment c'est pas donné. Alors que c'était des gens qui venaient se faire mettre le coton-tige dans le nez, se faire prescrire le truc et qui rentraient chez eux, qui n'étaient pas hospitalisés. Et donc il y a apparemment des grosses histoires de soupçons, en tout cas de malversation financière. Donc toutes ces histoires sont vraiment moches et ça les donnent vraiment mal au cœur parce que donc, bon, pour moi qui suis un scientifique et qui accorde la plus haute importance à l'honnêteté intellectuelle et à la vérité scientifique, toutes ces histoires, moi, m'ont écœuré depuis un an. Et en plus, c'est ajouté à ça cette histoire de détournement d'argent public pour faire de la fausse science et maintenant de détournement de l'argent de la santé pour cette histoire à nouveau. Enfin, c'est vraiment, je trouve qu'effectivement, tout est écœurant dans cette histoire. Hein. Oui, je joindrai l'article de Libération au compte rendu que je vous enverrai au début. Ah, ça sera bien. Voilà. Je ne l'ai pas lu, moi. Voilà. Non, mais c'est tout à fait édifiant. Alors, Edith. Non, c'est bon, laisse tomber, c'est trop tard. Ouais. Non. Ah, pardon, je suis trop bavard. C'est vrai que là, on arrive. Je ne sais pas encore si on est vraiment. Il est la demi-pile. Oui, la demi-pile, mais ça ne se coupe pas à la demi-pile. Hein, mais quand même, il faut qu'on fasse attention. Donc, je pense qu'on peut demander à Dominique de conclure, peut-être, et bien sûr remercier Hervé. Je le fais, tout le monde le fera de la même façon. Je vous rappelle que vous pouvez en bas, vous avez un petit bouton réaction, vous pouvez applaudir. Ça ne fait pas de bruit, mais ça se voit quand même. Merci bien. Oui, vraiment, je pense que c'était tout à fait édifiant à tous les points de vue, scientifiques, aspect critique, formation aux méthodes mathématiques, scientifiques. Enfin, vraiment, c'était une séance encore très riche. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler puisque Gilles nous apporte toujours énormément d'informations complémentaires sur tous ces aspects pour suivre l'actualité notamment, parce que le docteur Raoult est toujours là. Je pense qu'il est moins virulent, mais il est toujours présent. Et puis, je pense aussi que ces méthodes sont très intéressantes pour étudier un peu ce qui se passe dans le domaine des statistiques. C'est une véritable enquête que nous avons eue là. Et c'est vraiment intéressant de transposer toutes ces données dans d'autres systèmes avec un esprit critique et connaître aussi leurs limites. Notamment, nous avons un jeune sociologue, là, William, qui, je pense, nous en reparlera peut-être, puisque les statistiques, c'est intéressant aussi dans le domaine de la sociologie. Voilà, donc notre prochaine séance… Alors, c'est Isabelle, on ne sort pas de l'IGH, décidément, le 10 avril. Samedi 10 avril. Et c'est Isabelle, ici présente, qui nous fera son intervention. L'histoire de la génétique. Voilà. Et si c'est en présentiel, j'en serais ravie, mais bon. On sera tous ravis, mais malheureusement, bien malin celui qui peut le dire aujourd'hui. Nous sommes un peu sceptiques. On verra. Voilà. Mais moi, je suis sceptique aussi. Donc, voilà, on va zoomer encore. Allez, bon week-end à tous. Eh bien, merci à tout le monde et au plaisir de vous voir par écran interposé. Nous étions une vingtaine, ce qui est vraiment très, très bien d'avoir gardé tous ces gens jusqu'au bout de l'exposé. Voilà. Merci beaucoup à tous. Allez, merci pour le travail. Je coupe la séance. Hein. Au revoir. Voilà. À bientôt. Merci. Au revoir à tous. Merci à tous. L'exposé sera sur YouTube merci Hervé. Et sur le site internet du cercle. Je ferme. À bientôt. À bientôt.